invité M. Carl Lacharité. Alors, le titre de sa présentation, c'est Que font les organismes communautaires du secteur famille auprès des tout-petits Québécois et de leurs parents? Alors, M. Lacharité est un psychologue et professeur émérite de psychologie de l'enfant et de la famille à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Donc, vous avez fait de la route. Bienvenue à Montréal, M. Lacharité. Je sais qu'il y a eu beaucoup de problèmes de transport pour se rendre au. Donc, je pense que vous avez dormi. Moi, je suis parti hier soir, je suis Ah, un matin. je pense que c'est la bonne attitude, bonne route à prendre. Il est chercheur dans plusieurs unités de recherche sur les enfants, les parents et les familles. Tout au long de sa carrière, il a œuvré à développer de manière respectueuse et éthique de travailler avec les familles en grande détresse, et ce, à l'intérieur de divers cadres institutionnels, actions communautaires, protection de l'enfance, prévention psychosociale et santé publique. Là, c'est marqué, etc., etc., etc. Donc, là, vous voyez qu'on a une personne vraiment émérite qui va venir nous entretenir. Après son allocution, vous allez pouvoir parler la bouche pleine parce qu'il y a une période de questions qui est prévue. Donc, bon appétit et bonne écoute. Merci. Je vais essayer de vous nourrir autrement pendant une vingtaine de minutes. On m'a demandé de vous parler pendant 20 minutes pour réserver une petite plage de 5 ou 10 minutes pour des échanges entre nous. Le thème de la journée, c'est la prévention de la négligence. Et puis, ça me ramène à la fin des années 80, début des années 90, où avec des collègues, on a commencé à travailler sur cette problématique. Il y a de la négligence envers les enfants. Puis, pour les personnes qui n'étaient pas nées à ce moment, il y en a peut-être ici, le problème de la négligence à ce moment, c'était défini principalement comme on appelle ça un problème de mauvaise mère, hein, de bad mothers. OK? Et puis, évidemment, les choses ont quand même changé parce qu'aujourd'hui, on reconnaît la négligence comme étant en fait l'effondrement de l'organisation sociale, de la réponse aux besoins de l'enfant. Donc, répondre aux besoins des enfants, ça demande, comme le ministre Carman l'a dit ce matin, ça demande un village, ça demande une famille, ça demande aussi des concertations, ça demande du partenariat. Sauf que rappelez-vous que ces mots-là, famille, village, concertation, partenariat, en fait, ce pas des noms, ce sont des verbes. OK? Donc, faire village, faire famille, faire concertation, faire partenariat autour des enfants et de leurs parents. Donc, il y a quelque chose qui est important ici. Et puis, la conférence que je vais vous donner ce midi, elle porte sur le rôle que jouent les organismes communautaires du secteur famille. Donc, ce n'est pas juste les organismes communautaires famille, les maisons des familles, etc., mais c'est les organismes qui sont impliqués à soutenir des enfants, des parents, des familles, mais qui ont comme quelque chose en commun, qui est de faire de l'action communautaire. Donc, cet esprit-là, il est présent. Je vais passer sur vraiment sur des aspects méthodologiques très, très rapides là, parce que je vais vous présenter les résultats d'une étude. Vous connaissez probablement l'initiative Avenir d'enfants qui s'est terminée en 2020 et puis qui a fait en sorte que plus d'une centaine de réseaux locaux de partenaires ont été mis sur pied. Et à l'intérieur de ces locaux de partenaires, il y a beaucoup d'organismes du secteur famille qui ont participé à ces réseaux-là et qui ont produit à différents moments au cours de la dizaine d'années d'existence d'Avenir d'enfants et de ces réseaux locaux de partenaires, qui ont produit des plans d'action. Et donc, les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui sont en fait l'analyse de la dernière vague des plans d'action qui ont été faits par les organismes de ce secteur famille
à l'intérieur de ce cadre-là d'avenir d'enfants. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est en fait, il y a ces 257 organismes qui ont produit des plans d'action dans la dernière vague, organismes communautaires du secteur famille. Il y en avait plus de 1000 organisations qui étaient impliquées dans les réseaux locaux. Donc, c'est une toute petite partie, en fait, les organismes communautaires du secteur famille. Parmi, il y a un ensemble, il y a d'autres acteurs dans ces réseaux locaux de partenaires. C'est 22 par contre, ces organismes-là ont été impliqués de manière majeure à l'intérieur des plans dans chacun des réseaux locaux. En fait, si on le regarde sous l'angle d'un indicateur, il y a 42 du budget que Avenir d'enfants avait à sa disposition qui a servi à faire en sorte de soutenir des projets qui étaient soit portés par des organismes communautaires du secteur famille dans ces réseaux locaux ou des projets, des actions où les acteurs de ce réseau hein, ont été des collaborateurs directs, des collaborateurs immédiats. Donc, c'est à travers ces concertations, à travers ces partenariats que je vais tenter de répondre à la question de que c'est. Qu'est-ce qu'ils font, ces organismes-là? On a eu accès à cette base de données en 2021, donc on est en train de l'analyser. En fait, c'est 746 actions qu'on est en train d'examiner. Puis des actions ici, c'est quelques phrases sur des feuilles, sur un formulaire, mais ça peut être quelques pages aussi. Donc, on fait une analyse thématique. Et puis, je vais passer tout de suite à ce que j'aimerais vous partager comme résultat sur ce qu'on appelle, vous avez vu au début, hein, je l'ai mis de façon très, très présente, la première diapo. Là, je ne suis pas tout seul à faire cette étude-là. Il y a d'autres personnes. Il y a 5 aspects qui ressortent. Il y a de l'analyse que l'on fait. Puis là, je suis en train de parler de vous, hein, de plusieurs d'entre vous ici. En fait, j'ai l'impression d'être en terrain de connaissance parce que je reconnais plusieurs personnes ici. Donc, allô Nadia. Et donc, il y a 5 aspects qui ressortent de cette analyse qui caractérisent ce que des organismes communautaires dans ce secteur famille sont arrivés à faire et à produire comme action en faveur du développement des tout-petits. Puis vous vous rappelez, Avenir d'enfants, c'était le développement des jeunes enfants en situation de vulnérabilité plus particulièrement, mais il y avait aussi un volet de promotion du bien-être des enfants, donc petit, un peu à tout venant de ce côté-là. Donc, je vais vous parler très rapidement du soutien au système familial parental. Je vais vous parler des rôles des cibles multiples. Il y a de la pratique inclusive et adaptable, de l'existence précaire. C'est ressorti dans notre atelier de ce matin, des éléments là-dessus. Je vais revenir. Et puis, les retombées de leur contribution. Voilà. Donc, il y a le premier élément. Y a-t-il quelqu'un qui va pouvoir... Non, je vais enlever ma montre, tout simplement, parce que je... Ah, vous pouvez le faire. OK, c'est ta job. OK. OK. T'es-tu payé cher, de toute façon? Non, c'est ça, non. Oui? OK, non. Non, mais c'est parce que j'aurais pu faire pression pour augmenter tes honoraires, moi. C'est bon. C'est bon. C'est quoi ton nom? Non, ça va. Oui. Il y a, quand on parle de soutien à l'écosystème parental et familial, il y a 4 éléments ici qui émergent comme étant des caractéristiques de ce que font les OCF et comment les organismes communautaires du secteur famille et comment ils le font au juste. Donc, la question de l'enrichissement de l'expérience parentale est majeure ici. Il y a le renforcement des milieux de vie des familles, le renforcement du pouvoir d'agir des parents et puis du soutien au développement optimal des enfants. Ce qu'il faut probablement noter ici, c'est que en général, ces organismes-là ne vont pas avoir comme cadre pour euh, euh, penser leur action en termes des objectifs, des moyens, puis bon, ces choses-là. Ils vont beaucoup être en train de partir d'intentions qu'ils ont.
OK? Et puis, donc, ça nous amène ailleurs, hein, lorsque on part de cet endroit-là. Et ce que ça met en évidence, entre autres, c'est le caractère dialogique. Donc, vous êtes constamment en dialogue avec les familles, non pas autour de vos mandats ou de votre mission, mais autour des besoins de ces enfants et de ces parents. C'est une distinction qui est importante à faire ici. Et puis, évidemment, la participation des parents ici, elle est majeure. Elle est majeure. Et puis, on est sur un mode de gouvernance aussi qui est en tension entre ce qui est dominant dans leur environnement. Donc, ici, on parle d'un cadre où on organise nos actions en termes d'objectifs, d'indicateurs et puis bon, ces choses-là. Fait que c'est pas toujours facile d'être en train de traduire ce que ces gens-là font dans ces organismes. Et puis là-dessus aussi, on parle de l'intégration puis de l'affirmation des fondements de leur pratique en tant que mode d'existence au sein de l'écosystème de services. Euh, la place qu'ils occupent dans les partenariats, ben, c'est une place où ils ont constamment à être en train de faire valoir leurs différences aussi. Elle n'est pas nécessairement prise pour acquis, cette différence-là. Donc, il y a même des personnes qui disent, moi, je dois éduquer mes partenaires sur ce que je fais et sur comment les choses se font dans mon organisme. Et puis aussi, ben, toutefois, les intentions à l'égard des enfants ressemblent davantage à des objectifs conventionnels. Ici, là, il y a beaucoup d'énergie au cours des 60 dernières années parce que c'est un réseau d'organismes qui existe depuis longtemps. Okay? C'est un réseau d'organismes qui a émergé à la fin des années 50, début des années 60 et qui, dans les années, au début des années 90, s'est structuré de façon plus formelle. Donc, il y a beaucoup de réflexions qui ont été faites sur comment on pense les parents, comment on pense la parentalité, comment on pense le fait de jouer un rôle de mère ou de jouer un rôle de père, et puis qu'est-ce qui est important lorsqu'on veut soutenir l'exercice de ce rôle-là. Mais il y a beaucoup moins d'énergie et d'efforts qui ont été faits pour penser l'enfance, pour penser les enfants, pour penser non pas juste les besoins des parents, mais pour penser aussi les besoins des enfants. Et on voit, par exemple, dans les plans d'action, que là, on change de niveau de langage. Okay? Là, on ne parle plus des besoins de la famille. Là, on parle des problèmes des enfants, des retards, des difficultés. Puis on parle du développement, donc des retards dans les sphères de développement. Il n'y a pas encore eu beaucoup d'énergie qui a été faite pour penser l'enfance de façon à ce que ça puisse être aligné sur le reste de leur cadre de référence. Le rôle et des cibles multiples. Je suis tanné de me repérer. Là, vous allez m'entendre comme il faut. OK. Trois éléments dans cet aspect-là. Vas-tu fâcher? Oh, oui, parfait. Merci. Il y en avait qui dormaient, hein? Faites attention. Euh, le rôle d'accompagnement, le rôle de faciliter, de soutenir, puis de créer des relais, c'est un peu la façon de définir ce qu'ils entendent par mon rôle et mes cibles quand je joue ce rôle ou ces rôles. Donc, accompagner, faciliter, soutenir, créer des relais, puis éventuellement aussi, à certains moments, dans certaines situations, montrer, intervenir, mais très rarement ou à peu près jamais fournir des services. Quand ça implique une expertise, les organismes communautaires ne sont pas vraiment
à cet endroit-là pour être en train de dire, j'ai une expertise et puis c'est sur la base de cette expertise-là, même si je connais plein de choses, même si je sais comment faire les affaires, même si j'ai plein de connaissances, même de nature spécialisée, c'est pas la base de l'action et du rôle que je vais avoir dans la vie des familles. L'organisme en tant que lieu de manifestation et d'apprentissage de valeurs aussi. Et ça, c'est ce qui est important aussi, c'est que ces organismes, je dis ces organismes comme si j'arrivais de l'extérieur, mais j'ai contribué à la fondation d'une maison des familles à Trois-Rivières, puis j'ai été pendant des années sur le conseil d'administration, puis président du conseil d'administration. Donc, ça fait partie de ma vie, ça. Donc, dans ces organismes-là, la question des valeurs est importante. Puis c'est à relier aussi avec les intentions que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, les intentions sont souvent beaucoup plus alignées sur comment est-ce que certaines valeurs se manifestent à l'intérieur du travail que je fais avec les familles, comment certaines valeurs se manifestent dans la vie familiale. Donc, dans la relation entre le père, la mère, ou les deux mères ou les deux pères, et la relation entre les parents et les enfants avec la famille étendue. Et lorsque leur pratique revêt un caractère qui est stratégique, parce que ça arrive tout le temps, son but est centré sur la proximité avec les familles. Donc, quand on est en train de vouloir agir de manière beaucoup plus stratégique dans les organismes communautaires, le but, c'est comment est-ce que je peux me rapprocher? Comment est-ce que je peux m'installer en proximité? Puis ici, la proximité, ce n'est pas juste d'aller vers, c'est aussi une forme d'accueil de ces familles-là, puis une forme de sensibilité aussi à la manière dont ces familles nous accueillent également dans leur vie. Et puis, évidemment, le temps est une denrée rare, là. Et les OCF sont constamment en mode de démonstration de la plus-value du spécifique de leur travail et de justification de leur contribution à l'intérieur de ces cadres de concertation régionale, de partenariat intersectoriel. C'est un peu comme s'ils ne peuvent jamais prendre pour acquis que les autres comprennent leur rôle, comprennent qui ils sont. C'est constamment à travailler, constamment revenir sur le métier. Puis on sait qu'avec le roulement de personnel, ces réseaux de partenaires, on voit aussi plein de personnes qui changent. Donc, c'est constamment à remettre sur le tapis. Euh, des retombées positives dans la communauté, puis ça va être... euh, oui, et celui-là. Il me semblait que j'avais passé quelque chose qui était... En fait, ça parle de précarité, le fait que je suis passé par-dessus cette diapo. OK? L'existence précaire, ici, ce n'est pas les organismes qui sont en train de dire hey, on a besoin d'argent pour faire des affaires. Non, non, c'est à travers leur plan d'action, à travers les plans d'action auxquels ils ont participé, comment est-ce que cette précarité, elle émerge aussi. On la voit apparaître. Elle exude de ces plans d'action. Donc, ce n'est pas juste le discours des personnes qui, sur la place publique, des organismes, ah oui, on voudrait avoir plus de... Non, non, c'est à travers la façon dont ils font les affaires. Puis ici, la précarité, c'est beaucoup une question de l'importance de l'équilibre pour ces organismes-là. Ils sont en situation de, euh, en anglais, on dit near equilibrium. Ils sont proches de l'équilibre, mais ils sont proches du déséquilibre aussi. L'image que j'ai donnée à un moment donné, c'est si vous allez sur un lac en chaloupe, puis vous allez sur le même lac en canot, disons que la question de l'équilibre va se poser de manière très différente. Okay? En canot, là, vous pouvez vous lever, en chaloupe, vous pouvez vous lever debout, faire des choses. C'est risqué, on s'entend. Sauf qu'en canot, c'est pas juste risqué, c'est périlleux, c'est dangereux. Okay? Donc, il y a des choses que les organismes vont avoir vraiment beaucoup de difficultés à faire, justement en raison de cet équilibre précaire qu'ils ont à constamment avoir à l'esprit. Et ça se manifeste à l'intérieur des actions qu'ils vont proposer et des limites de ces actions-là.
Les retombées positives, puis après, je vais aller à la conclusion parce que je vois le temps. Ah, eh boy, on est sur la même longueur d'onde, hein. OK. Les retombées positives, puis il y a des choses qui ont été abordées, entre autres par Judith à ce sujet-là. Je pense que le constat qu'il faut faire, c'est qu'il n'y a aucun autre plan d'action porté par une autre catégorie d'organisation qui est aussi polyvalent et diversifié dans les actions qui sont proposées. Donc, il y a énormément d'actions qui sont proposées. Il y a énormément de diversité dans les actions qui constituent les plans d'action dans lesquels ils sont impliqués. Et puis, de ce côté-là, ça révèle vraiment une complexité qui n'est pas facile à saisir quand on veut évaluer qu'est-ce que ça donne. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait vouloir mettre l'accent, mais là, ça devient un peu arbitraire. Pourquoi mettre l'accent sur telle chose et puis pas sur d'autres choses? Bref, il y a un défi particulier là-dessus, mais il y a quand même il y a des éléments que les personnes qui œuvrent dans ces organismes-là vont avoir comme possibilité d'observer. Donc, un plus grand pouvoir d'agir des parents, des réseaux d'entraide renforcés, l'accessibilité accrue pour les familles. On parlait de l'accès, des barrières d'accès dans l'atelier, le dernier thème ce matin. Les organismes communautaires du secteur famille sont des leviers pour lever des barrières d'accès avec énormément de créativité. OK? Puis là-dessus, je pense que si vous n'étiez pas là, il y aurait beaucoup plus de barrières d'accès au service puis une meilleure cohérence intersectorielle autour des familles. Donc, en conclusion, plusieurs des constats que je viens de vous faire, ça a été corroboré par les résultats d'une enquête récente là, qui a porté sur les organismes communautaires familles. Donc, là-dessus, je vous invite à aller voir. Donc, à travers deux méthodologies différentes, on arrive à avoir des conclusions un peu semblables. Et puis, je parle ici du caractère paradoxal. Il y a la présence, il y a des organismes communautaires du secteur famille à l'intérieur de cet écosystème. Parce que d'une part, il y a une participation qui peut être qualifiée de déterminante à l'intérieur de ce qu'on a observé dans les réseaux de partenaires, les réseaux locaux de partenaires d'avenir d'enfants. Cependant, la reconnaissance, que ce soit symbolique ou financière, est encore à retravailler. C'est quelque chose. Il y a comme. Il n'y a pas de permanence de l'objet. Hein? Si on se réfère au développement de l'enfant, c'est comme si ce n'est pas mentionné, si ce n'est pas souligné à chaque fois, ça passe en dessous de la couverture. Donc, il y a un travail constamment à faire. Et puis, bien évidemment, ça pointe il y a ces éléments-là dans quelques directions. Je vous dirais ici qu'il y a une des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, puis sur lesquelles j'attire votre attention parmi ces quatre éléments-là, c'est l'importance de la formation de base, la formation professionnelle de base au collégial, à l'université. Euh, je- c'est une conclusion là, qui repose sur mon avis très, très personnel. Mais tant qu'on ne sera pas en train de consolider le rôle des organismes communautaires qui travaillent auprès des familles dans les formations en travail social, éducation, à la petite enfance, enseignement, psychologie, tant qu'on ne sera pas en train de consolider ça dans ces formations-là, désolé, mais on va être en train constamment de réentendre un peu les mêmes histoires que je vous raconte aujourd'hui. Donc, c'est un aspect important, puis ça demande à ce moment-là de faire des efforts de partenariat avec d'autres acteurs, les cégeps, les universités. Puis ça, il faut être stratégique. Là, on rentre dans complètement un autre domaine. C'est un chantier que je propose qu'il serait important d'ouvrir. Je vais m'arrêter là-dessus pour pouvoir prendre pas juste des questions. Pour le temps qui nous reste, à peu près 5 minutes, je prendrai aussi des choses auxquelles votre attention s'est particulièrement arrêtée dans ce que j'ai dit, dans ce que j'ai montré, des résonances, des échos de ça. Donc, on pourrait prendre ce temps ensemble pour avoir ce genre d'échange. Celui-là se promène pas bien. Regarde, moi, je vais rester ici, là. Je ne bougerai pas. Oui, Daniel?
Je peux peut-être briser la glace, puis je ne veux pas parler pour la table numéro 3, mais ce que tu viens de présenter fait beaucoup, beaucoup écho à ce qui a été dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, là, mais c'était comme, il y avait une résonance là, très, très grande. Maintenant, c'est de voir comment on pourra passer par-dessus tous ces obstacles-là. Il y a une piste avec les universités, les cégeps, mais il y en a sûrement d'autres aussi. Oui, tout à fait. Puis, ce qui est peut-être intéressant d'ajouter, c'est que cette analyse-là a porté sur des plans d'action qui ont été faits avant la pandémie. Donc là, on peut être en train de se dire, maintenant, après la pandémie, est-ce que ça tient toujours? Oui, ça tient toujours et ça tient même encore plus. OK? Parce que, entre autres, un des impacts de la pandémie, c'est l'effritement de la situation des enfants et des familles. OK? Et puis, le recours aux organismes communautaires qui, eux aussi, sont en situation de précarité est devenu encore plus important également. Donc, il y a ça aussi qui est intéressant. D'où la nécessité de travailler sur la question de la reconnaissance, de continuer de travailler sur cette question de la reconnaissance. Puis la reconnaissance, c'est pas juste en parole comme ça, c'est en pensée aussi, puis c'est en geste également. D'autres réactions, Marie-Agnès, vas-y. Je confirme qu'il a été fondateur d'un organisme communautaire famille à Trois-Rivières. Je le dirigeais jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'au mois de juin. Je suis Marie-Agnès Le Breton. Je suis maintenant directrice du centre de pédiatrie sociale La Relève de Schlaga. Mais dans tes derniers propos, Karl, ça fait écho à des situations qu'on vit, tu sais, en termes de reconnaissance, parce que qui dit formé dit mieux rémunéré. Quand moi, quelqu'un d'assez haut placé au SUS me dit alors qu'on est en entente, je dis, moi, le financement que tu me donnes ne suffit pas. Parce que, vu les cas sur lesquels la personne va, tu connais même, la situation sont tellement lourdes. Moi, cette personne-là est formée à un DEC en travail social. Puis de me faire lire par le SUS en disant, non, 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 nous, des travailleurs sociaux, ou même des intervenants psychosociaux, on en a au SUS, on n'a pas besoin de ça. Mais tu sais, c'est comme, je tombe en bas de ma chaise. Je dis, mais tu m'envoies dans des familles où il y a de la violence, tu m'envoies dans des familles, tu envoies mon intervenant, tu nous réfères des familles. C'est ce manque de, en tout cas, je sais pas comment te dire là, moi ça me fait enrager là parce que les familles qu'on reçoit dans le milieu communautaire, c'est quand même des familles extrêmement vulnérables. C'est la même chose au niveau des Antegaderies et qu'un partenaire me réponde de cette manière-là en disant non, non, regarde-toi, là, c'est comme contente-toi de quoi? En termes de méconnaissance et du manque de reconnaissance, là, c'est comme assez fort. Donc, il va falloir que le financement vienne avec, il va falloir que nos partenaires institutionnels, puis là, je parle d'une situation à Trois-Rivières, là, mais je ne peux pas effrayer mes partenaires locaux actuels, mais il y a quand même un enjeu. Quand on parle des familles qui fréquentent les organismes communautaires du secteur famille, oui, on parle de familles qui sont en situation de vulnérabilité, mais on parle aussi de familles, monsieur et madame tout le monde. Donc, les organismes communautaires sont souvent des lieux de mixité sociale, socio-économique, culturelle, qui n'arrivent pas tout à fait à la hauteur de ce qui se passe dans d'autres types. Il y a d'établissements où là, il y a beaucoup plus une spécialisation sur certains types de familles en particulier. Donc ça, c'est aussi un autre aspect qui mérite d'être pris en considération. Un organisme communautaire, ce n'est pas un organisme qui est mandaté pour intervenir auprès de telles familles qui ont tel type de critères. Un organisme communautaire, c'est un organisme qui a comme mission de pouvoir répondre à des besoins qui sont là sur le territoire, parmi les familles, parmi les personnes qui occupent ce territoire-là, et la capacité d'un organisme à pénétrer dans différents lieux plus particuliers de ce territoire-là est souvent un critère intéressant
en termes de comment est-ce que cet organisme-là est implanté dans son milieu. Et puis ça, là-dessus, je pense que c'est un aspect important à souligner. Ce qui Oui. resterait, oui? Deux petits commentaires. OK, Je, c'est bon. je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut-tu qu'on se lève? Non? Non. Je suis tout d'accord avec toi sur l'aspect professionnalisme qui se développe dans nos organismes communautaires si on recule 50 ans ou 30 ans en arrière. Je pense qu'on a des organismes communautaires qui sont professionnels, qui ont des professionnels, des intervenants parmi les équipes. Et c'est vrai qu'on peut avoir des regards réducteurs parfois de d'autres milieux par rapport à ce qu'on offre. Il y a beaucoup de travail à faire encore. Une autre petite suggestion du milieu universitaire par rapport aux communautés de recherche ou aux chaires de recherche. Vous offrez souvent des conférences midi, soit sur l'heure du dîner ou d'autres conférences offertes sur vos pages, sur les pages Facebook et autres. Nous, on les reçoit, on en profite, puis on le diffuse aussi dans nos réseaux pour que plusieurs personnes puissent en profiter. C'est souvent en virtuel, donc facilement accessible. Et j'ai posé la question ici à ma collègue ici à ma gauche et puis à l'organisme communautaire. Ils ne reçoivent pas ces courriels-là ou parmi des infolettres. Et c'est d'une richesse par rapport à une formation continue extraordinaire. Donc, peut-être lancer le mot dans tous les milieux universitaires de pouvoir diffuser davantage dans le réseau des organismes communautaires ce que vous nous offrez, puis qui est fort riche en formation continue. C'est là qu'on a besoin du bouche à oreille aussi pour faire. C'est ça. Puis, oui. En fait, je vais vous dire tout de suite qu'il y a une équipe de recherche qui existe maintenant, qui est dirigée par Vicky Lafantaisie, puis on a à peu près une douzaine de chercheurs. Cette équipe a comme cible l'action communautaire auprès des familles. Donc, elle a été accréditée par le Fonds québécois de recherche, Culture et Société, l'année dernière pour 4 ans. Et donc, actuellement, ce genre de préoccupation, on va pouvoir adresser ça de façon... Eh oui, tout à fait. Je vais poser une question, moi aussi. Okay, vas-y, Isabelle. Ou un commentaire, C'est tout toi le simplement. boss. C'est toi le boss. Je vais en profiter là, pour une fois. Non, non. Je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez annoncé, tout ça. Mais on revient vraiment à la base, c'est-à-dire donner un financement à la mission. Laisser les organismes communautaires faire leur travail. Laisser les organismes communautaires dans leur plan d'action et de faire des actions de proximité par rapport à chacune des clientèles, que ce soit au niveau négligence, famille, etc. Laissez-nous, donnez-nous la chance de vous prouver comment on est pertinent et vraiment plein d'idées, d'enthousiasme. On a des équipes engagées. Donc, je crois que aussi ce financement-là de base est important. Et il faut qu'il soit, même s'il y a eu quand même une augmentation pour les organismes familles, nous, on est plus santé et services sociaux, mais on est sous-financé, là. Je veux dire, c'est une vraie joke. Puis heureusement qu'il y a des fondations, heureusement qu'il y a du financement privé parce que on ne pourrait pas là, arriver puis tout ça. C'est intéressant parce que là-dessus, avec une de mes collègues, on a fait, je pense en 2021, une analyse des politiques publiques autour du soutien aux organismes communautaires qui travaillent auprès des familles. Puis une des conclusions, un des constats que l'on a fait, c'est que ces organismes-là, parmi les organismes de l'écosystème de services qui travaillent auprès des enfants et des familles, c'est les familles qui ont les activités de reddition de comptes les plus complexes. Mais oui, c'est effrayant. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Et quand on dit complexe, là, ça veut dire même souvent,
contradictoire, là, tu sais. Dans une activité de reddition de compte, parce que tu es financé sur un projet, il faut que tu fasses attention à qu'est-ce que tu vas dire, parce que pour l'autre activité, il ne faut pas que tu dises tel type de choses pour être capable de rendre des comptes. Fait que, bref, c'est pas juste une question de diversité, mais c'est aussi une question de cohérence. Ce que j'avais envie de dire, c'est que nous, on parle beaucoup de la relation, comme la relation entre partenaires, relation entre parents-enfants, enfants-parents, etc. Mais nous, on aimerait ça que les bailleurs de fonds tissent des relations avec nous, de confiance. On est comme exactement la même dynamique. Si on pouvait travailler tout le monde dans ce sens-là, ben, il me semble qu'en effet, il y a des interventions d'expertise précises qui se font dans le milieu. On a des ressources incroyables à apporter. Oui, je sais, Khaled, on va arrêter. Là, je le prends le micro. Puis quand vous faites des planifications stratégiques, cette question-là des relations, elle est souvent présente dans vos objectifs. Quand on va voir, par exemple, dans les organismes publics, chercher les planifications stratégiques où un des objectifs, c'est la qualité de la relation entre le personnel et les familles. OK? Cherchez-les. Nous, on n'a pas trouvé encore. OK? Ben, venez nous rendre visite. Voilà. Ben, bon, parfait, merci.